Je vais rentrer sur le rapport là que je voulais vous présenter avant de reprendre quelques questions, les gars. Hop, on m'a posé la question tout à l'heure. Donc, il y a eu un rapport, un nouvel article qui a été publié sur Ark Invest. Donc, Ark Invest, c'est le fonds de Cathy Wood, d'accord? Cathy Wood qui investit dans les boîtes tech, etc., sur le BTC et tout. Et ils ont sorti des nouvelles prédictions pour 2030 sur le BTC. Alors, les prédictions étaient plus élevées que celles qu'ils avaient faites. Enfin, celles qu'ils avaient faites avant étaient plus élevées. Celles qu'ils ont faites aujourd'hui ont été plutôt revues à la baisse en fonction des nouvelles estimations et des nouveaux modèles qu'ils ont utilisés pour mettre à jour tout ça. Donc là, en gros, en fonction des différents scénarios, ils ont un bear case, donc un scénario plutôt baissier d'ici 2030, un scénario de base et un bull case. Donc ce qu'ils observent, en fait, ce qu'ils comparent, c'est qu'ils utilisent le marché de la réserve de valeur. Je vais zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Ils regardent le marché de la réserve de valeur. C'est en fonction de ce que vous allez mettre dedans, ça peut représenter 330 trillions jusqu'à 440 trillions si vous mettez les produits dérivés, tout un tas d'autres produits à l'intérieur. Globalement, ça reste un marché à plusieurs centaines de trillions. Et après, on se dit, OK, tiens, le Bitcoin, c'est l'or digital, c'est donc de l'or, mais en mieux. Ça peut remplacer une partie de l'art, une partie des actions, une partie de l'immobilier qui est utilisée aussi dans le cadre de la réserve de valeur. Et en fonction des parts de marché qui vont être prises par le BTC, on va avoir différents niveaux de prix d'ici l'année 2040. Soit on part avec le CAGR, en fait, CAGR, c'est les intérêts composés. Donc en fait, on considère qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2030, le Bitcoin continue de faire du 21% annualisé. Donc dans ce cas-là, on arrive à 300 000 $ sur du BTC, 710 000 $ si on fait encore du 40% annualisé, 58% annualisé, c'est 1,5 million. Sachant que depuis la création du BTC, on est sur un petit peu moins maintenant du 100% annualisé. C'est-à-dire qu'en comptant les boules et les bears sur le BTC. C'est vrai que je vous dis que le Bitcoin, c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité, hein, pour le coup. Parce que c'est quand même un truc de fou. Quand on considère qu'en bourse, c'est du 10% annualisé, du très bon rendement, le Bitcoin, on est presque sur du 100% annualisé depuis sa création. Ça baisse évidemment petit à petit. Donc là, en fonction des différents scénarios et en fonction des parts de marché qui seront prises par le Bitcoin, par rapport à l'or, par rapport aux obligations, par rapport à l'immobilier, etc., etc., on a différentes targets. Et donc là, il vous donne derrière les différentes estimations. Par exemple, dans le bear case, on aurait 1% d'un investissement institutionnel, c'est-à-dire qu'on considère que les investisseurs institutionnels considèrent qu'une bonne allocation sur le BTC, ça serait par exemple quelques pourcentages sur leur portefeuille. Et on aurait 1% des investisseurs institutionnels qui décideraient de placer une partie de leur BTC dans leur portefeuille. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, hein. Il y a même une étude que je vous avais présentée, que j'ai partagée, je crois, sur Twitter la dernière fois, qui montrait qu'avant, on avait un portefeuille classique 60-40, donc 60% actions, 40% obligations, et qu'aujourd'hui, en ajoutant 5% de BTC, c'est-à-dire 60% actions, 35% obligations, 5% BTC, on avait presque 17% de rendement supplémentaire et une volatilité plus faible, donc un ratio de Sharpe plus élevé. C'est-à-dire qu'on fait mieux en termes de performance avec moins de volatilité. C'est quand même assez fou, hein. Donc l'intérêt d'avoir du Bitcoin en portefeuille, ça devient de plus en plus le cas. Pareil, le côté digital gold, donc là, c'est si le Bitcoin prend le market cap le 20% du market cap de l'or, je crois qu'il est aujourd'hui à 22-23 trillions de dollars, 40% ou 60% en équivalent, hein, d'accord. Ensuite, c'est les marchés émergents, pareil. Il y a tout ce qui va être les obligations, d'accord. Donc, obligations d'entreprise, obligations d'État. Et après, tout ce qui est produits on-chain, lending, etc. etc. Ça, pareil, on peut débattre là-dessus avec les L2, Lightning Network, Sidechain, Restaking, le wrap Bitcoin qu'on retrouve sur Ether, etc., etc. Et donc, avec ça, ils ont créé plusieurs scénarios. Scénario de base, scénario le pessimiste et scénario bullish. Et on voit quand même qu'en prenant donc du coup des estimations avec 20% d'augmentation régulière sur la plupart de ce qui est estimé ici, on se retrouve avec un prix du Bitcoin à 300 000, 40%, on se retrouve à 710 000, 60% là-dessus, on est à 1,5 million. D'accord. Quand ils mettent ici les 60%, c'est une augmentation de 60% annualisée sur les services ici. C'est-à-dire une augmentation de l'adoption sur les L2, Lightning Network, Sidechain, etc., etc. Je vous avais montré aussi qu'il y avait un rapport qui démontrait qu'on était aujourd'hui sur l'adoption du Bitcoin à peu près 3% d'adoption au niveau mondial, vraiment.
si on exclut le nombre de personnes qui ont je sais pas combien d'adresses on-chain et tout. Donc 3% d'adoption avec un prix du Bitcoin aujourd'hui, d'ici 2030, 2040 ou ce que vous voulez. Évidemment, pour moi, s'il n'y a pas de hack, que le Bitcoin sera beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Et là où il y a quelques années en arrière, on pouvait cracher sur la gueule des gens quand le Bitcoin était à 100 balles, de dire tiens, un jour le Bitcoin il sera à 10 000 ou à 100 000. Là, qu'on a déjà connu le Bitcoin à 100 000, pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'il puisse. C'est beaucoup moins fou de se dire tiens, on peut avoir un Bitcoin à 1 million, voire plus d'1 million de dollars dans les prochaines années. Après, la vraie question, c'est que vaudra votre million de dollars dans les prochaines années? La vraie question, c'est votre pouvoir d'achat. On s'en fout de la dénomination en dollars ou ce que vous voulez, c'est votre pouvoir d'achat. Je m'inquiète pas forcément trop là-dessus, étant donné que le Bitcoin surperforme toutes les classes d'actifs depuis sa création. Les actions, les obligations, l'immobilier, ce que vous voulez. Donc, en pouvoir d'achat, si vous aviez investi sur du Bitcoin, en fait, vous ne faites que gagner du pouvoir d'achat avec le temps. Donc, a priori, dans les prochaines années, d'ici 2030, on aura gagné encore en pouvoir d'achat et avec un Bitcoin qui devrait augmenter. Donc, c'est une des estimations. Il y avait une autre estimation qui avait été faite par Saylor aussi. Je ne sais pas si vous en souvenez, les gars. Lors de la dernière conférence BTC sur 2024, il avait présenté différents scénarios et il avait dit, OK, le marché de la réserve de valeur, ça vaut X trillions de dollars. Je ne sais plus combien il avait dit, presque 440 trillions de dollars. Si le Bitcoin prend 0,1% de tous les actifs en 2024, on se retrouve sur un market cap de 1,3 trillion. S'il prend 2%, on est sur un Bitcoin à 3 millions de dollars. S'il prend 7%, c'est 13 millions. 22%, c'est 49 millions. Donc là, évidemment, on est sur des niveaux qui sont stratosphériques. Et regardez les market caps, ce que ça représente quand même un peu. D'accord ? Donc lui, il prend même pas en compte que le marché de la réserve de valeur. Hein. Il prend tous les marchés, les produits dérivés, tout. Et donc derrière, il vous met des trucs quand même de dire voilà, le Bitcoin, d'ici 2045, donc 2045, on est dans plus de 20 ans. Plus de 20 ans, avoir un Bitcoin à 1030 trillions de market cap et 49 millions de dollars par BTC, je vous laisse imaginer le cours des devises fiat sur ces périodes. Je ne suis même pas convaincu que le dollar existera encore dans 20 ans. Sans doute qu'on sera sur une autre devise et certainement qu'on sera passé avec les CBDC. L'euro numérique, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive. C'est déjà opérationnel, mais c'est qu'une question de temps avant qu'on l'ait. Je crois que dans les 2-3 prochaines années, on l'aura. Je crois qu'ils veulent déjà le mettre en place d'ici cette année-là. Donc, on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais entre les prédictions de Saylor et les prédictions de Cathie Wood, on a quand même un fossé. Il y en a un où c'est quand même sur 2045, l'autre c'est sur 2030. Mais on retrouve quand même un lien de cause à effet, c'est-à-dire une augmentation. Voilà. L'augmentation et le cours qu'on a sur le BTC depuis le début, voilà, cette charte-là. Hein. Je ne vais même pas me mettre en weekly, je vais me mettre en monthly. Vous voyez un peu, hop. Tac. Voilà. Aujourd'hui, on a ça. Beaucoup considèrent c'est la fin, les opportunités, c'était là. Et sauf qu'en fait, on est sur une classe d'actifs qui a à peine 16 ans aujourd'hui, 3% d'adoption, avec ce que je vous ai dit. Donc la probabilité, en fait, que oui, ça se tasse un peu, oui, qu'on n'ait pas des augmentations aussi importantes que ce qu'on a eu sur 2021 en termes de pourcentage. Par exemple, ça, qu'on n'ait pas encore des 51 000% d'augmentation sur un cycle, ça me semble une évidence. Mais de se dire qu'en fait, c'est un top et que ça n'augmentera plus dans les prochaines années, je pense que c'est perdre complètement de vue la vision globale et de ce à quoi essaye de répondre aujourd'hui le BTC. Donc le rapport est plus long que ça, hein. Il vous explique en détail comment ils ont fait le calcul, etc. Vous pourrez y jeter un coup d'œil. Hein. Il détaille vraiment à chaque fois hein, sur les investissements institutionnels, sur l'or numérique, sur les pays émergents, etc. Vous y jetterez un coup d'œil, les gars. C'est sur pour le retrouver. Donc vous allez sur ARC, centre de recherche, et vous allez cliquer sur article et vous allez tomber dessus. Vous tomberez dessus. Et donc vous verrez un petit peu les estimations et pourquoi ils pensent qu'on va avoir encore une belle augmentation sur le BTC, même si évidemment, sur le court terme, on se dit « Oh là là, c'est à 94 000, oh là là, ça peut descendre encore à 45 000 ou ça peut remonter à 110 000, 120 000. » Voilà. Oui, sur le court terme, ça peut fluctuer. Mais regardez, ça a fluctué, des fluctuations, des FUD et tout ce que vous voulez sur le BTC, on en a eu depuis le début, en fait. Hein. Depuis le début. Malgré ça, on a toujours eu le dépassement du précédent plus haut. On est toujours sur une tendance haussière extraordinaire avec un actif plus performant que lui. Ça n'existe pas. En tout cas, sur le si long terme, ça n'existe pas. On peut prendre sur le court terme certains ALT qui ont surperformé éventuellement, mais globalement, on reste quand même sur un actif extraordinaire. Et la probabilité qu'on soit sur un truc qui est topé, qui n'évolue plus du tout, il s'arrête là. Pour moi, elle est proche de zéro. Voilà. On va continuer d'augmenter parce qu'aujourd'hui, les instituts veulent encore plus s'exposer. Les fonds de retraite, les États-nations, on a des réserves stratégiques un peu de partout ailleurs. Le nombre de BTC ne va pas arrêter de
de diminuer. Hein. L'offre disponible va continuellement diminuer avec les halvings, etc. Donc évidemment, si le cours du Bitcoin augmente et qu'on est toujours dans des scénarios comme ça, avec des alt seasons qui sont toujours présentes, on verra si ce cycle-là, ça sera encore le cas. Mais en tout cas, une augmentation de la dominance et puis après, pourquoi pas une baisse pour avoir une alt season. Si à chaque fois, on a des scénarios comme ça, on a un intérêt que le Bitcoin performe, on a un intérêt que l'Ether aussi performe. Et c'est là où vous avez des opportunités qui seront intéressantes. Et je vous laisse imaginer, si vous êtes à 3% d'adoption sur le BTC, je vous laisse imaginer à quel niveau d'adoption on est sur des alts comme l'Ether, comme tout un tas d'autres cryptos. Vraiment, ça ne représente rien du tout. Et c'est pour ça que je vous parle du long terme, de ne pas vous perdre dans le bruit ambiant, parce que tout le bruit là qu'on entend sur le court terme, vraiment, hein, tout le bruit qu'on entend sur le court terme, regardez la courbe sur le BTC. Hein. La courbe sur le BTC, c'est ça, d'accord? Voilà, les gens, ils gueulent pour ça. Voilà. Les gens, ils gueulent pour ça. Ça, là. Voilà. Alors, c'est sur le BTC, sur les alts, évidemment, ça fait plus mal. Mais quand même. Là, je vous montre des différents scénarios pour le BTC, mais regardez. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je me rends compte qu'avec le temps, beaucoup se perdent dans le bruit ambiant, se disent j'investis pas sur le BTC, je vais full alt parce que le BTC, je le trouve trop cher. Sauf que les alts, la plupart d'entre eux seront jamais là dans les prochaines années. Et donc, continuellement, c'est des mecs, au lieu de capitaliser sur une certaine réussite et au moins d'avoir en portefeuille un actif qui sera sans doute là dans les prochaines années et qui va aller, à mon avis, bien plus haut, ils se retrouvent à courir après la petite souris à chaque cycle et de passer complètement à côté de ce qui se passe. Parce que imaginez que demain, vous ayez la certitude d'avoir un Bitcoin, je sais pas, d'ici l'année 2045, un Bitcoin à 3 millions. Voilà, 3 millions de dollars. Allez. Et on ne va pas partir du fait que les 3 millions de dollars, avec l'inflation, ce n'est pas le même pouvoir d'achat. On va dire, allez, imaginez 2045, vous êtes sur un Bitcoin à 3 millions. Vous verrez qu'à la fin, la plupart des gens, y compris en bear, la plupart des personnes qui auraient pu acheter là, 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 qui auraient pu acheter partout, et sans doute après dans les prochains cycles, continueront de ne pas acheter, continueront d'aller full alt et de se faire éclater en boule, et y compris en bear, parce qu'ils considéreront que le BTC sera toujours trop cher et passeront complètement à côté de cette évolution. Alors qu'en fait, là, il y a quand même des signes. Hein. Je veux dire, le BTC sera là pour rester, c'est le king. Je pense qu'il l'a prouvé depuis maintenant un certain temps. Ça doit rester un fonds de portefeuille qui est indispensable. Si on est débutant et qu'on n'a pas de BTC en portefeuille, pour moi, c'est une grosse connerie. Hein. On n'a pas de BTC, on n'a pas d'Ether, je pense que c'est une grosse connerie. Ça veut dire, est-ce qu'on y croit ou peu importe. Faites ce que vous voulez, mais ça fait pour moi partie des stratégies de fonds de portefeuille. Et le risque, en fait, de se perdre dans le bruit ambiant, c'est de passer à côté de complètement toute l'innovation. Et vous remarquerez, après quelques années, peut-être, qu'en essayant de timer, en essayant de faire mieux que le marché, etc., souvent, vous vous rendrez compte que vous ferez moins bien qu'un simple DCA sur du BTC. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important aussi de remettre à jour votre stratégie et de continuellement monitorer ce que vous faites et de faire un bilan assez régulier, parce que tu as des mecs qui investissent depuis des années en crypto et qui n'ont jamais gagné de l'argent. Et que s'ils avaient juste fait du DCA sur du BTC, y compris même aujourd'hui, hein, tu peux t'amuser à faire du DCA sur du BTC aujourd'hui, tu fais ça pendant 4 ans, a priori, tu seras en positif. Alors que ceux qui n'ont pas de BTC et qui investissent sur tout un tas d'alt et tout, qui font full alt, peut-être que eux se retrouveront quelques années après avec zéro plus-value et peut-être à côté, passer complètement à côté de cette augmentation. Parce que ça, même encore aujourd'hui, même si sur court terme, on peut se poser des questions, mais sur le long terme, même encore à l'heure actuelle, le Bitcoin, c'est life-changing. Je le dis. Hein. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que même encore au prix actuel, dans les prochaines années, si on a une vraie vision long terme, en acheter aujourd'hui, ça peut être life-changing. Alors, ce ne sera pas life-changing avec 100 balles, ce ne sera pas life-changing avec 1000 balles. Mais si on fait un DCA régulier avec vraiment de l'argent et qu'on a un intérêt d'en accumuler vraiment de plus en plus, avoir un Bitcoin à 700 000, 1,5 million dans les prochaines années, ça ne me semble pas quelque chose de complètement farfelu. Est-ce que ce sera 2030 ou un peu plus? On verra. Mais ça ne me semble pas quelque chose de complètement fou. Quoi. Rien que 0,1 BTC dans 10 ans, ça peut vous permettre d'acheter une maison. On voit en fait que le nombre de BTC qu'il faut pour acheter une baraque, ça fait que diminuer. En fait, si tu dénomines ce que tu as autour de toi en BTC, tu te rends compte que tout devient moins cher par rapport au BTC.
C'est pour ça que pour moi, ça veut rien dire de regarder le cours du BTC en dollars ni quoi que ce soit. Il faut le regarder par rapport à une once d'or, une once d'argent, à, je sais pas, un mètre carré à Paris, peu importe. En fait, tu le regardes par rapport à tout ça et tu te rends compte que tout devient moins cher par rapport au BTC. Donc ne pas en avoir en portefeuille, aujourd'hui, ça me semble quand même assez fou, quoi. Surtout avec les instits qui arrivent, le bull run risque d'être beaucoup plus sélectif. Niveau alt, l'argent ne va pas débouler sur n'importe quoi. Possible. Aussi, un fait dramatique, la plupart des personnes n'ont aucune capacité de concentration, trop habituées à des contenus courts. Les réseaux sociaux ont bousillé les cerveaux, exactement. J'en ai parlé beaucoup sur Éternel étudiant, mais en fait, ça, c'est lié aussi avec ce que recherchent les gens en crypto, hein. Tu sais, la mania des mêmes coins, pourquoi on n'apprécie pas ça? Pourquoi on n'aime pas ça? Parce qu'en fait, ça offre tous les biais qu'il faut pour les mecs qui ont toujours l'impression d'être en retard. C'est tiens, t'as un même coin qui s'est lancé il y a 1 heure. Non, mais mec, c'est bon, t'as loupé le pump, t'es en retard. Rachète-en un autre. Et puis là, l'autre, il s'est lancé il y a 5 minutes. Non, mais c'est bon, t'es en retard, frérot, prends-en un autre, etc. etc. Il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'investissement long terme, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Il n'y a pas d'attention, il n'y a rien, il n'y a aucune concentration, il y a un biais de surconfiance sur le marché qui est juste monumental. J'avais montré une vidéo aussi sur Éternel étudiant qui est issue d'un rapport de l'AMF qui montrait le niveau moyen des Français dans l'investissement. Mais c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique. C'est-à-dire que non seulement le niveau moyen des Français est catastrophique dans l'investissement, mais la majorité pense qu'ils sont bons. C'est-à-dire que les mecs sont à chier, mais en plus, ils pensent qu'ils sont bons. Les mecs, c'est des cadors. Et quand tu regardes la majorité des gens, comment ils font pour récupérer et pour investir, leur source d'information première, vous savez ce que c'est? C'est leur banquier. Je crois que c'est 57% de leur source d'information, c'est les banquiers et les collègues et les amis. Avec ça, tu as 70% des sources d'information de la plupart des gens. C'est pour ça que je dis qu'en fait, pour faire mieux que la plupart des gens, en soi, c'est pas ultra compliqué parce que la plupart des gens sont nuls. Sont nuls et ils veulent pas faire l'effort. Ils veulent pas faire l'effort, ils veulent pas se faire chier. Vous verrez que quand on va repartir à la hausse, les retail, les nouveaux vont commencer à revenir, vont commencer à racheter des merdes, des mêmes coins, des machins. Quand ça va se retourner, vous allez voir que ça sera ceux qui seront les plus vindicatifs dans les commentaires, qui vont venir insulter tout le monde en disant ah, tu connais rien, tu connais rien, tu connais rien. Vous verrez. Là, ça a quand même pas mal rincé. Mais c'est un marché de malade. C'est-à-dire que c'est vraiment ceux qui, très souvent, n'ont pas de capital, n'ont pas d'expérience, n'ont aucune expertise, ont aucun track record sur quoi que ce soit, ont un petit portefeuille, qui sont les plus vindicatifs et les plus énervés sur le sujet. Et vraiment avec un niveau éclaté au sol, hein. Vraiment, je vois le niveau de rien que sur les finances personnelles. Je crois que l'AMF avait dit qu'aussi, il y avait 25% des Français aujourd'hui, et y compris ceux qui ont des hauts revenus, qui n'ont même pas une épargne de sécurité pour répondre à leurs obligations court terme si jamais ils en ont. Je trouve ça quand même complètement fou. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays où, a priori, on ne fait pas partie des pays les plus pauvres dans le monde. Il y a quand même une grosse partie des gens, y compris ceux qui ont des hauts salaires, qui savent même pas gérer un budget. Y compris ceux aussi qui sont à l'Élysée, qui savent pas gérer un budget. Comme quoi, l'ENA et tout, ça apprend pas non plus les bonnes finances personnelles. Mais c'est qu'en fait, on se rend compte, et c'est ça que je parle aussi sur Éternel étudiant, je dis en fait, vous voulez lancer un business, vous voulez apprendre à investir, vous voulez faire mieux que beaucoup de gens, en fait, la concurrence, elle est presque inexistante parce que les mecs, ils sont dopés à la dopamine pas chère, entre le porno, la bouffe de merde, les gens ont aucune discipline, rien. Si vous faites ça, mais même si vous n'êtes pas le cador, d'accord, mais simplement vous êtes régulier et discipliné dans votre approche, et vous faites mieux que la majorité des gens. Vous faites mieux que la majorité des gens. Et c'est pas prétentieux de dire ça, hein, c'est un constat. Le niveau global moyen des gens dans l'investissement est déplorable. Dans l'investissement crypto, il y a très peu de gens qui y sont, mais alors ceux qui y sont, la plupart du temps, sont nuls. Donc si vous, parce que la plupart en fait sont sur des plateformes d'échange centralisées, achètent ce qui est listé, se font éclater parce que souvent, quand il y a des plateformes qui se font hacker, ils perdent leur thune. On a vu avec FTX, on a vu avec Celsius, on a vu avec Luna. Ils vont suivre les recommandations sur Internet avec des mecs qui vont vous dire regardez, ce projet-là, il est hyper intéressant, vous devez l'acheter. Et quand ça baisse, bah, tu te fais éclater la gueule. Tu fais confiance à tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est toujours ces personnes-là qui se prennent le dindon de la farce parce qu'ils ont pas envie non plus, je pense, de se prendre trop la tête et de se dire moi, tu vois, je serais capable de faire mieux que les autres. On a toujours un biais de surconfiance et de penser qu'on fait mieux que les autres. Mais la réalité, c'est que c'est rarement le cas. Quel est l'avantage concurrentiel?
Aujourd'hui, les résultats que tu as, qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir des résultats qui seront différents des autres? Est-ce que tu as des connexions, off-chain qui sont différents des autres? Est-ce que tu as des fondateurs avec qui tu peux échanger? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu as plus de connaissances que les autres? Est-ce que tu as plus d'expérience? Est-ce que tu as un niveau de risque qui est meilleur que la plupart des gens? C'est quoi l'avantage concurrentiel? La plupart des personnes ont pas d'avantage concurrentiel et le pire, c'est qu'ils pensent qu'ils en ont un. Je me remercie tellement d'avoir fait un passage par le travail en banque. Ça a été mon déclic quand j'ai vu la thune, que les banques font perdre aux gens. Bah, exactement, exactement. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, les mecs qui viennent te dire la crypto c'est risqué, la bourse c'est risqué, faut pas investir, faut pas machin. Souvent, c'est des mecs qui ont essayé de faire des trucs ou qui ont connu des personnes qui ont fait ça. Et quand tu regardes en fait ce que les gens ont fait, ils ont fait que de la merde, que de la merde. Les mecs, ils sont amusés à faire du stock picking, du market timing, ils n'ont aucune gestion de risque. Ils s'amusent à faire un peu de trading court terme sur TradingView et tout, mais tu sais, c'est le boursicotage à 2 balles. Ça marche pas. En fait, la plupart ont zéro connaissance financière. Et je pense que le système, on pourrait même aller plus loin, je pense que le système, il n'a pas été fait, c'est pas anodin, c'est-à-dire si c'est comme ça. D'accord. Si c'est pas enseigné à l'école aussi, je pense que c'est anodin, déjà parce que les profs maîtrisent pas non plus pour la plupart ces piliers-là et qu'il n'y a pas une volonté de l'enseigner. On nous apprend tout un tas de trucs qu'on va pas nous servir, qui vont pas nous servir quand on va bosser dans notre vie tous les jours. On ne sait pas remplir à une feuille d'impôt. On n'est pas capable de voir les enjeux aujourd'hui. Ce que je suis en train d'entrevoir là, moi, sur la partie IA en ce moment, je pense que je referai une vidéo sur Éternel étudiant là-dessus, mais c'est la dinguerie. Ce qu'on est en train de voir sur l'IA en ce moment, c'est la dinguerie. Ceux qui pensent que les diplômes vont les sauver, ceux qui peuvent être, y compris médecins, avocats ou ce que tu veux, je pense qu'il n'y a aucun corps de métier, c'est très compliqué aujourd'hui, aucun corps de métier qui peut se dire aujourd'hui je suis à l'abri sur la partie IA aussi. Et moi je trouve ça assez fou que le système scolaire, c'est l'un des seuls modèles qui n'a pas évolué depuis plus de 100 ans, alors que les enjeux qu'on a aujourd'hui sont plus du tout les mêmes qu'avant. Je crois que j'ai vu un article la dernière fois qui disait qu'en Chine, en primaire, ils commençaient déjà à mettre des cours d'IA aux jeunes. Ok, ça fait peur pour la suite, hein. Ça fait peur pour la suite, pour l'éducation. Je sais pas si vous avez des enfants et tout, si vous les mettez dans le public et tout. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas de gamins, mais si demain j'ai des gamins, je les mettrai absolument pas dans le public et encore moins en France, hein. C'est partie des choses aussi. Michael est pareil que moi, mais ouais. Quand vous voyez le niveau moyen des gens et quand vous vous dites, regardez ce qu'ils font, regardez pas ce qu'ils disent, vraiment, regardez ce qu'ils font. Et quand la plupart des mecs donnent leur argent à quelqu'un qui n'a pas des objectifs pour vous faire gagner de l'argent, mais qui lui est simplement rémunéré à la commission, en l'occurrence le banquier, et qui donne et qui présente des placements dont même lui sait que c'est de la merde, et même lui placerait pas et ne place pas son argent dessus, ça vous renseigne sur quelque chose, hein. C'est une relation commerciale, c'est pas une relation d'investissement. Et ouais, on pourra en parler pendant des heures, les gars. On pourra en parler pendant des heures. Ah non, on critique pas le porno. Ah si, hein, je pourrais en parler, hein. Mais j'en ai parlé aussi sur Eternal Étudiant. Je pense que c'est du net négatif pour l'humanité. Ce qui se passe aujourd'hui avec OnlyFans, le porno, tout ce qui s'ensuit, c'est du net négatif. Voilà. Tout comme les réseaux sociaux, je pense que de manière générale, ça avait été fait pour nous rapprocher. On n'a jamais été aussi loin les uns des autres. Alors, je fais peut-être partie des vieux cons qui disent que c'était mieux avant. Mais pour ceux qui ont eu la chance de naître dans les années 70, 80 et tout, moi, j'ai pas eu cette chance-là parce que je suis de 93. Et franchement, quand je vois l'époque de mes parents, ce qu'ils ont vécu vraiment à leur époque, tiens, on n'entendait pas parler du réchauffement climatique, on n'entendait pas parler de l'intelligence artificielle, de tous ces trucs-là. Nous, aujourd'hui, la jeune génération, on est obligé de vivre avec tous ces changements et tous ces bouleversements profonds, quoi. C'est quand même assez fou. Avec un modèle qui n'est pas fait pour que la majorité réussisse, puisse s'émanciper, etc., etc. Et franchement, quand je vois les années 70, 80 et tout, et l'époque aussi, je suis un gros passionné de bodybuilding, musculation et tout, les années 80, les Golden Area avec Gold Gym et tout, putain, c'est là que je me dis, ceux qui connaissent le film Retour vers le futur, putain, la DeLorean là pour revenir dans les années 80 et tout, putain, ça serait la folie. J'aimerais tellement. Mais bon, aujourd'hui on est là, les gars. Il y a aussi des belles choses aujourd'hui, on va pas se leurrer, mais putain, c'était quand même une belle époque, je pense, hein, pour ceux qui l'ont vécu. Confirmez-moi, les gars, hein, ceux qui sont peut-être de l'ancienne génération, dites-moi un petit peu ce que vous avez vécu sur ces périodes-là, mais je pense que c'était quand même assez fou. Ouais,
Mais oui, mais c'est même pas que les profs. C'est ceux aussi qui créent le. Parce qu'en fait, les profs, je pense qu'il y en a aussi certains qui veulent bien faire leur travail. J'ai des profs qui sont extrêmement bons. On en a eu, moi, j'en ai eu une poignée. C'est pas la majorité, mais des mecs qui m'ont énormément aidé aussi dans des moments où c'était compliqué. Des profs qui sont extraordinaires, il y en a, d'accord. Mais je pense qu'aussi, il y en a beaucoup qui sont cloisonnés et bloqués dans ce qu'on leur oblige à enseigner, tu vois. Et aujourd'hui, le modèle fait que on leur permet pas, tu vois, de s'ouvrir et d'avoir une certaine souplesse aussi dans leur enseignement. Et quand on voit l'IA la française qui avait été développée, je sais plus, ça s'appelait Lucie et tout là, des milliards qui ont été dépensés pour avoir un truc qui est plus pourri que la première version open source de ChatGPT, tu fais mais mec, moi ça me fait rire parce que je regarde ça d'un point de vue extérieur, ça me fait rire, mais c'est un rire jaune. Hein. Ça me fait peur parce que je me dis putain le pognon il est utilisé n'importe comment. Tu vois à côté des mecs dans une grange en Chine qui font des IA comme DeepSeek qui font bien mieux que ChatGPT et tout et bien mieux que les milliards qui ont été utilisés pour créer une pauvre IA en France qui fonctionne même pas. Putain sur le marché libre ça pique hein. Ça pique hein. La concurrence va être rude. Vous avez intérêt de vous protéger. Hein. T'as bien raison de ne pas les scolariser en France, le système éducatif est en faillite. Ouais, non, après, on est tous passés. Hein. Mais moi, le premier, hein. J'en ai beaucoup souffert de ce système scolaire en France. Hein. J'en parle pareil, beaucoup sur mon autre chaîne. Mais c'est un truc, je sais que moi, je veux pas que mes gamins ils vivent ça. Voilà. Que je trouve que ça enseigne pas les bases qu'il faut. C'est plutôt un broyeur. On t'enseigne des trucs qui vont pas te servir et c'est plus un bourrage de crâne et on essaye de te faire penser comme la majorité. Et moi, je suis vraiment quelqu'un de très libéral dans ma manière de penser et tout. Et aujourd'hui, ce qu'on voit un peu de partout ailleurs, je trouve que ça me plaît pas. Voilà. Clairement, ça me plaît pas du tout. Et quand tu vois que des mecs, tu fais 10 ans d'anglais, t'es pas capable d'aligner 3 phrases et tout. Moi, j'avais fait combien d'années d'allemand? C'était une horreur. Je crois que j'ai fait 10 ans d'allemand. Je savais pas parler une phrase. T'avais des gamins, ils avaient 5 ans, 6 ans. Quand je suis parti faire mon Erasmus à l'étranger, je crois que c'était en Finlande. Et je parlais avec des gamins qui apprenaient le français. Quand ils avaient 5-6 ans, ils apprenaient le français. Ça faisait 1 an qu'ils apprenaient le français fluent. Alors l'accent était pas dingue, mais les mecs, ils comprenaient ce que je disais. Ils avaient 6 ans. Quand tu vois ce que nous on fait, mais tu sais même pas parler un broc d'anglais. Les mecs, ils te font chier avec la grammaire et tout. C'est pour ça que je me dis, mais en fait, non, mais c'est un modèle qui est éclaté. C'est un modèle qui est éclaté. En fait, il y a ceux qui vont rentrer vraiment dans le moule et qui sont bons, et pour eux, ils vont monter très très haut. C'est-à-dire pour une poignée de personnes qui vont faire Polytechnique, l'ENA, machin, c'est bon. Mais tout le reste, c'est le broyeur. C'est le broyeur. Et quand tu vois ce qui existe à côté, aux États-Unis, en Chine et un peu de partout ailleurs, mais tu dis, mais le système scolaire en France, il est éclaté. Hein. À part certaines grandes écoles où quand même tout n'est pas acheté, mais pour peu que tu sois pas dans les grandes écoles, c'est assez fou. 72, mes deux fils disent sans arrêt, j'aurais tellement voulu connaître ton époque. Et ouais. Et ouais. C'est vrai qu'à l'époque, on se disait tout le temps, putain, mes parents, ils disaient toujours ça, avant, c'était mieux, c'était mieux, c'était mieux. Je disais, putain, c'est vraiment des vieux cons. Et en fait, je comprends. C'est avec l'évolution, tu comprends un peu plus le truc, quoi. J'ai 45 ans et oui, c'était mieux avant. Voilà. Voilà. Votre génération, c'est la première génération à avoir plus de connaissances que leurs parents et pourtant tellement complexe pour eux cette époque, pour leur équilibre mental et physique. Ouais, en fait, on doit se projeter sur un avenir où il y a tellement d'inconvenus, il y a tellement de questionnements. Réchauffement climatique, écologie, globalisation, gestion des finances des États, les dettes, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle. Enfin, il y a quand même plein de trucs qui sont aujourd'hui. Je me dis, putain, ouais, pour se projeter dans les prochaines années, où à l'époque, tu pouvais dire, tu rentres dans une boîte, tu restes 40 ans et tu poses pas trop de questions. Là, aujourd'hui, c'est impossible. Exactement, tu regardes le classement PISA et tu comprends. Mais on a dégringolé, c'est la dinguerie. Hein. Là, ça fait plaisir. Des fois, j'ai l'impression que je suis tout seul, mais j'ai l'impression. Là, c'est bon, en fait. En fait, les gars, je vais vous dire un truc. Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais quand vous parlez de ce genre de sujet autour de vous, hein, moi, j'ai toujours l'impression, quand j'évoque ce sujet-là, parce que depuis des années, hein, on s'en rend compte,
quand tu échanges autour de toi, tu as l'impression que tu es le seul à penser comme ça. Enfin, franchement, hein, à part quelques potes que tu peux avoir, mais c'est pas le consensus global. Ce que je dis là, dans un repas de famille et tout, mais tu te fais éclater. Tu te fais éclater. Et là, franchement, ça fait plaisir de voir que t'es pas le seul à penser ça. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui le ressentent, qui osent peut-être pas forcément le dire et tout. Mais je pense qu'il y a un ras-le-bol aussi, hein. Je suis de 81, donc pas si vieux, mais content d'avoir connu une jeunesse sans réseaux sociaux. Il y avait déjà les écrans et les PC et les consoles, mais c'était beaucoup plus limité dans le temps. On écrivait des lettres à nos copines. Putain, c'est beau. C'est beau. Aujourd'hui, il y a les dick pics, c'est nickel. Putain. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de Français s'éduquent financièrement car justement, ils se rendent compte que tout le système est voué à l'échec. Alors, il y en a de plus en plus qui se rendent compte qu'au système, qu'au final, comme tu dis, Martin, c'est un système qui part en couille à tous les niveaux. Mais quand même, la majorité aujourd'hui s'intéresse pas à ça. Enfin, tu vois, on reste dans une micro-bulle. On reste une micro-bulle. Regardez, entre nous, on est 200, 300 en live, même pas. C'est rien. C'est rien du tout. Et en plus, en crypto, c'est rien. À ces époques, avant Internet, on n'avait pas accès à autant de musique, vidéo, mais par contre, on lisait, et pas de la merde, du 1984, de la littérature, de la sortie du communisme, qu'on n'enseigne plus. Il y a peut-être des raisons aussi pour ça. Mais ouais. Ah, les gars, on pourrait refaire le monde, hein. Malheureusement, aujourd'hui, eh ben, on n'est plus dans les années 80. Voilà, on est dans le monde aujourd'hui. Voilà. Il va falloir faire avec. Il y a quand même des belles choses. Voilà, il y a quand même des trucs qu'on peut faire. Bon, voilà, pas non plus tout cracher, mais quand même, quand je vois des moments, quand je parle un peu de ça et tout, à d'autres personnes qui nous disent oh, aujourd'hui, vous avez de la chance, les enfants, regardez ce que vous pouvez faire et tout, je me dis quand même, c'est pas la même chose quand même. Les années 80 étaient tellement belles. Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver dans les prochaines années le même type que les années 80, par exemple? Même type, à peu près. Mon regret, c'est de ne pas m'être intéressé le plus tôt à la finance. C'est le regret de tout le monde. C'est pour ça que des moments, j'ai des questions de certaines personnes qui me disent Tu penses que je suis en retard en crypto? Les mecs, ils ont 16 ans. Ou même sur Éternel étudiant. Voilà, là, j'ai l'impression d'être en retard et tout. Et moi, pareil, quand j'ai commencé à 24 ans l'entrepreneuriat et l'investissement, mais je commençais un peu plus tôt, on va dire vraiment sérieusement à 24 ans, j'avais l'impression que j'étais hyper en retard. Parce qu'en fait, sur Internet, tu vas avoir des mecs qui ont 16 ans, qui vont commencer l'entrepreneuriat depuis qu'ils ont 12 ans. Et donc, du coup, tu as toujours l'impression d'être en retard. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, les mecs. C'est pas la réalité. Vous vous comparez des moments où 0,0000001%. Et ce, surtout, hein, ça peut être sur le sport, ça peut être sur les finances, ça peut être sur n'importe quoi. Et quand tu compares par rapport à la moyenne globale, j'ai fait beaucoup de stats sur mon autre chaîne Éternel étudiant, justement pour montrer tout ça, le niveau de patrimoine en fonction de l'âge et tout. Mais déjà, avoir un déclic, déjà, juste avoir un déclic et commencer à mettre des choses en place, on fait partie d'une minorité. Juste ça. Après, de se dire, OK, j'investis pas n'importe comment, je me forme, je fais attention, j'investis un peu en crypto, je fais du private equity, je fais, je sais pas, du business en ligne, je fais de la bourse, je fais du machin. On fait du partie d'une extrême minorité. Extrême. Parce que déjà, la majorité des gens ne peuvent pas investir ou ne souhaitent pas investir, ils veulent pas se faire chier. Donc, c'est jamais trop tard pour pouvoir le faire et c'est jamais trop tôt pour pouvoir le faire. Ouais, exactement. Ouais, mais on est d'accord. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, j'ai l'impression que je suis pas le seul. Camille qui dit je suis pas le seul. Non, non, rassure-toi, t'es loin d'être seul. Eh ben écoute, les gars, ça fait plaisir. Putain. D'habitude, j'en parle pas de ça, mais putain, ça fait plaisir. Il y a des trucs qu'on peut pas dire sur YouTube. Je pense que plus tard, dans les prochaines années, on verra quand on aura plus de temps. Je pense qu'on fera des séminaires en physique pour se rencontrer vraiment en physique, parce qu'avec l'arrivée de l'IA, en fait, ça va vite partir en sucette. Et je pense que le recréer des liens en physique, ça sera important. Je pense que ça sera pas mal. On pourra échanger entre nous sur des idées. Je pense que, ou au fond, on est un peu tous d'accord, quoi. C'est une conséquence de l'école. Travaille bien, tu auras un bon métier, qu'on aurait dû avoir des cours pour investir. Mais surtout, en fait, surtout, tu vois, on nous apprend des trucs, tu sors de l'école, tu sais rien faire. La gestion émotionnelle, je sais pas, comment bien gérer ton couple, comment bien gérer tes finances, comment écrire une feuille d'impôt. Tu sais, quand tu fais ta feuille d'impôt pour la première fois, ah putain, mais le calvaire, calvaire. C'est, je sais pas, la résilience aussi. Comment, tu vois,
on fait partie aussi d'une génération où avant, il y a quelques années en arrière, on avait tous dans notre famille, ou même nous, on était directement liés à une activité agricole avec le temps. Parce que j'ai fait aussi des études dans le domaine agricole. Dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui sont soit agriculteurs, soit qui bossent dans ce domaine. J'ai un diplôme d'ingénieur dans l'agriculture et l'agronomie à la base. Après, j'ai complètement basculé parce que j'avais envie de passer sur autre chose. Mais on avait tous, à l'époque, un lien avec la terre, avec le sol, avec la création vraiment de nourriture, etc., etc. Aujourd'hui, ça s'est perdu, ça s'est industrialisé. On a toutes les dérives qu'on a à l'heure actuelle. Et je pense que, et moi, c'est de plus en plus, je réfléchis à ça, vers une résilience, mais sur tous les aspects de la vie. Tu vois, quand je parle d'indépendance, de liberté financière, c'est une résilience sur tous les aspects. Et c'est pour ça que moi, ça ne me parle pas. Et des gens qui vont te dire, regarde, j'ai acheté une grosse voiture, j'ai acheté une Bugatti, tiens, t'as 2 femmes, moi j'en ai 30. Ça m'intéresse pas, ça. En fait, moi, quand je parle de résilience, d'indépendance, liberté financière, c'est, tu vois, ça va beaucoup plus me parler quelqu'un qui va se dire, tiens, j'habite dans la campagne, j'ai mon potager, j'ai mes poules, j'ai des panneaux solaires, je suis capable de gérer mon eau et tout, j'investis, je suis autonome financièrement, je suis autonome géographiquement, j'ai tout d'autonomie, y compris aussi l'autonomie alimentaire pour avoir plus de résilience. Ça me parle beaucoup plus et je me dirige beaucoup plus vers cet aspect-là que l'inverse, tu vois. Et, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu. Et c'est pas enseigné à l'école. Ça, c'est pas enseigné à l'école. Tu vois, savoir. Aujourd'hui, tu achètes n'importe quoi, tu sais pas comment c'est créé, on t'apprend pas tout ça. Tu vois, faire pousser tes légumes et tout, la plupart ne savent pas faire. Pour autant, c'est un skill qui est indispensable pour moi dans les prochaines années. On a vu ce qui s'est passé avec le Covid. Si demain, il y a de nouveau un problème comme ça dans les prochaines années, alors tout le monde ne peut pas se permettre de le faire, évidemment. Hein. On n'habite pas tous à la campagne, on n'habite pas tous dans ces trucs-là. Mais tu vois, je trouve que ça serait des choses qui seraient intéressantes aussi à enseigner à l'école, ça. Ouais. Beaucoup pensent la même chose, mais c'est tabou parce que les médias disent que tu es complotiste dès que tu as juste un avis différent, exactement. Putain, putain, ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. D'accord, de ouf. Je monte un camp autonome sur terrain non constructible gouverné par une IA avec no staking, Gnosis et DAO perso. On est Vlacho. Putain, c'est énorme. Énorme. Mais franchement, je pense que dans les prochaines années, je vais faire ça aussi sur Éternel étudiant. Parce que j'ai des projets comme ça. Et tu vois, moi, j'ai envie de montrer une autre dynamique à l'indépendance et à la liberté financière qui n'est pas que liée juste au côté matériel. Tu vois, genre, une fois que tu as de l'argent et que tu t'es protégé, que tu as investi et tout, tu peux être multimillionnaire. Mais au final, acheter une bagnole, acheter un truc, ça répondra pas à ce qu'il faut, tu vois. Et moi, je veux montrer aux gens qu'en fait, la finalité, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est ça, la finalité, c'est de te dire, OK, je vais être peinard, je vais être tranquille, je vais avoir mon autonomie. Et juste qu'on me foute la paix et que je puisse vivre tranquille avec mes enfants, mes gosses, pouvoir partir en vacances, un peu faire ce que je veux et pas bouffer de la merde et pas faire tous ces trucs-là. Et pour moi, la liberté absolue, c'est ça. Tu vois, et dépendre de personne pour faire ton potager, ta bouffe, tes machins. Et franchement, ceux qui ont déjà ça aujourd'hui, les gars, vous avez une longueur d'avance pour beaucoup, beaucoup de gens. Là où avant, on se foutait de la gueule de ceux qui vivaient à la campagne et tout, aujourd'hui, on commence à revoir de plus en plus l'intérêt de partir là-dessus. Parce qu'on l'a vu, hein. Dès que tu as des restrictions, dès que tu as des trucs dans les villes, l'être humain, il n'est pas fait pour vivre dans des villes, dans des trucs bétonnés et tout. Il n'y a pas de verdure, il n'y a rien, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Tu pas fait pour ça. Mais là, Clément, il est dans le turfu. Hein. T'es dans le turfu, Clément, c'est ouf. Mais ça va changer. Je parle du BTC à ma femme. Je pense qu'elle pense que c'est un Ponzi. Je suis seul avec mes convictions, c'est difficile. Mais tu verras, dans les prochaines années, ça changera. Ça changera. Il ne faut pas attendre le consensus de tout le monde. Mais il faut accepter d'être différent. Il faut accepter d'être différent et accepter de faire ce chemin seul, c'est obligatoire. C'est une vraie séance de coaching que tu donnes et ça gratuitement. Bah oui, c'est important. C'est important. C'est comme ça qu'on évolue, les gars. J'espère que ça vous plaît, hein, des séances comme ça. On a dévié un peu du sujet crypto, mais c'est important aussi. Hein. Tu veux pas ouvrir une chaîne de jardinage En fait, il y a tellement de choses qui me plaisent, les gars. C'est le temps qui me manque. C'est le temps qui me manque. En fait, c'est pas jardinage. Moi, si je lance un truc, ça serait un truc vraiment autonomie alimentaire et tout, permaculture, machin, un truc vraiment où tu as une résilience et une autonomie sur tout. Les mecs, ils te cassent les couilles, tu as ta bouffe, tu as ta nourriture, tu as ton électricité, tu as ton eau, tu as ta thune et tu as ta liberté. Tu as tout. Tu dépends de personne. Et personne te fera flancher. Et c'est ça qui est important. Et tu as même plusieurs passeports, tu as plusieurs nationalités. Tu as réfléchi à plein de trucs. Ça fait que si demain on t'emmerde, tu bouges. Tu dépends de personne. Ça, c'est ce que j'ai en tête. Tu vois
Et vous verrez, ceux qui me suivent sur Éternel étudiant, vous verrez que dans les prochaines années, ça va bouger. Je vais essayer d'apporter une dynamique qui, à mon avis, n'a pas été encore apportée jusqu'à maintenant et montrer qu'en fait, ce que recherchent les gens, c'est pas une liberté. Allez, j'achète la Bugatti, je suis à Dubaï, j'ai une vieille femme botoxée jusqu'à la moelle et qui a un compte OnlyFans. Ça fait rêver personne, ça fait bander personne. Par contre, d'avoir une vie comme ce que je viens de dire, là, par contre, reprendre une autonomie, une liberté, plus de résilience, etc., à différents niveaux, à différentes échelles, ça, je pense que c'est important. Et l'argent, ça reste hyper important aussi. Hein. Et la crypto, ça joue un rôle hyper important. Mais moi, si je fais tout ça, c'est pour ça. C'est pour avoir cette autonomie sur tout, en fait. Entre les golems matrixés par la politique, la société hypersexualisée, les nouvelles générations mongoles, on s'en sort plus. J'ai vraiment l'impression qu'on est né dans une mauvaise époque. J'ai un peu le même constat, Martin. Mais ça, pareil, hein, putain, les gars, vous dites ça dans un repas de famille, ça pique. Hein. Dans le staking, je trouve qu'il y a un côté agriculture, comme si on avait des champs et on fait fructifier. C'est un peu ça, ouais. Perso, j'habite en grande campagne bretonne avec mes poules, propriétaire depuis 2 ans et demi. Bravo, Francis. On t'envie tous, Francis. Moi, je ferme ma gueule et je fais la crypto dans mon coin. Mais en vrai, c'est ça. Mais moi, je fais un peu le mariole là sur YouTube parce que on est entre nous. Mais pareil, moi, je ne suis pas dans l'objectif d'essayer de changer les gens et les faire penser comme moi, j'aimerais qu'ils pensent. Parce que dans tous les cas, chacun pensera ce qu'il veut et tu fais ton bonhomme de chemin et c'est tout. Vivre en autarcie, ça pourrait servir. Exact, la paix, c'est le plus important. Pareil, j'évite d'en parler. Putain, bah ouais, bon, on est tous pareils, les gars. Tu penses différent de la masse, tu es complotiste. Putain, alors, on vit exactement la même chose, les gars. Pareil, ma vision et mon goal aujourd'hui ultime, c'est de liberté au sens large du terme, vivre ma vie tranquille avec ma femme, mes enfants, dépendre de personne et je travaille pour ça chaque jour. C'est ça. C'est ça. L'idée, c'est pas de pas bosser, c'est pas de faire tous ces trucs. Tu vois, les mecs qui disent ah, si je serais libre financièrement, je bosserais plus. C'est vrai que des mecs qui disent eh, si t'es libre financièrement, pourquoi tu continues de faire des vidéos, pourquoi tu continues d'être là? Je sais pas, parce que j'aime ça. Parce qu'il y a aussi une volonté de diversification. Parce que rien faire et siroter ta noix de coco toute la journée, au bout d'un moment, tu te fais vite chier. Tu as besoin de sens, tu as besoin de créer quelque chose, tu as besoin de te développer, tu vois. Et je pense que l'être humain, il a besoin de ça. Il a besoin de créer des trucs, il a besoin de faire des choses et t'es pas câblé juste pour rien branler. Ah bah il y en a qui ont carrément arrêté les repas de famille. Bon bah comme ça, allez, c'est réglé. Meilleur investissement, c'est sur toi-même, exactement. Bon écoute les gars, je vais devoir vous laisser. Ouais, c'est ça, mais je suis un vieux con. Voilà. Je suis devenu un vieux con, j'ai 31 ans, je suis devenu un vieux con, mais je l'assume. Voilà. J'ai fait une vidéo aussi sur Internet étudiant la dernière fois, j'avais mis je suis un gros radin, entre parenthèses, et c'est une bonne chose. Et j'explique mon raisonnement à l'intérieur, parce que les mecs, ils vont te dire, quand tu investis, tu peux mettre beaucoup d'argent dans tes investissements, dans ta formation et dans des trucs. Et quand il faut acheter un t-shirt à 20 balles, bah, tu veux pas le mettre parce que tu dis, putain, 20 balles, fait chier, ça fait cher. Alors qu'en fait, tu peux mettre des dizaines de milliers d'euros sur un truc parce que c'est important pour toi, tu vois. Bref, je vous laisse y jeter un coup d'œil pour ceux que ça intéresse. Merci à tous, les gars. Merci d'avoir été présents. Faites péter les likes, commentez, partagez, retweetez. Rejoignez-nous sur Telegram et sur Twitter. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. Abonnez-vous à mon autre chaîne, Éternel étudiant. Et ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez Crypto Investisseur, le programme d'accompagnement qui a pour objectif de vous rendre autonome, indépendant, libre financièrement dans vos investissements. On accélère, il y a des choses à faire maintenant. Si vous voulez vous mettre à jour, profitez de ce qui risque d'arriver et de ne pas louper tout ça, ça serait bête. Jetez-y un coup d'œil. Et puis, bah, écoute, on se retrouve prochainement sur YouTube. À bientôt.